selon que je noue un échange de type fonctionnel avec l'autre ou un échange de type plutôt dysfonctionnel. Alors, on va peut-être regarder le plan. Voilà. J'aimerais commencer par une révélation que j'ai eue en lisant Marcel Mauss, mais il n'y a pas que Marcel Mauss, ça c'est grâce à Gabriel Planès. J'ai découvert également, il y a quelques mois, Grésy et Caillé qui ont repris œil pour œil, don pour don et la révolution du don. On a tendance à croire, et moi quand j'ai fait de la philosophie politique, j'ai cru que l'être humain était un loup pour l'homme. C'est ce que l'on dit habituellement. Que l'être humain, à la base, aurait une nature de type guerrier, et donc le médiateur, en quelque sorte, en essayant de placer les personnes dans une relation pacifiée, irait à l'encontre de la nature de l'être humain. Et puis il y a d'autres courants, comme le courant de la communication non violente, qui laisse entendre que finalement on a une nature plutôt positive, qu'à la base il y aurait un élan altruiste. Alors je me suis posé la question, je me suis demandé, est-ce que dans le fond, on est plutôt dans une nature de type ouverte et on cherche à échanger, on cherche à s'offrir des choses, on cherche à se donner des choses, ou est-ce qu'on est plutôt dans une nature de type guerrière, où finalement je veux prendre. Et c'est ce qu'une certaine logique économique laisserait entendre. Qu'on a tendance à vouloir prendre, que l'être humain serait ce qu'on appelle un homo economicus, c'est-à-dire que l'être humain chercherait à toujours maximiser son profit au détriment des autres. Ce qui voudrait dire que le médiateur, finalement, va aller à l'encontre d'une certaine logique instrumentale. Or, ce qui est très intéressant quand on fait un petit peu d'anthropologie, c'est qu'on voit que le don est à la base même de toute relation. Toute relation commence d'abord par un don. J'y pensais hier grâce à Irène, ma fille, qui en avait des pommes pour le petit déjeuner, qui me demandait pourquoi est-ce qu'il y avait 2 pommes. Et ça me fait penser à Adam et Ève. Je me suis dit, mais finalement, tout a commencé avec une pomme qu'on s'est donnée. Et s'il y avait eu 2 pommes, alors bien sûr, il y en avait plein des pommes, mais il y a une pomme qui est passée de l'un à l'autre. Si chacun avait eu sa pomme, ben, qu'est-ce qu'ils auraient fait Adam et Ève? Rien. Ils ne se seraient pas forcément parlé. Ils ne se seraient pas forcément liés. Ils n'auraient pas forcément noué une relation. Mais le fait qu'il y ait une pomme qui circule, alors pas ce que Dieu en a fait, c'est autre chose, mais le fait qu'il y ait une pomme qui circule de l'un à l'autre, le fait qu'il y ait quelque chose qui soit échangé de l'un à l'autre, qu'est-ce que ça fait? Ça inscrit une relation, ça m'inscrit dans une relation d'alliance. En donnant quelque chose à l'autre, je lui indique quoi? Et ça, c'est la grande découverte de Mauss. Qu'est-ce que je lui indique? Je lui indique que je souhaite nouer une relation avec lui. Et pourquoi est-ce que c'est tellement fondamental de nouer une relation avec l'autre? Parce que je ne peux pas, en tant qu'être humain, être absolument seul. C'est pour ça que Dieu, on n'y croit pas, en tout cas dans les récits bibliques, a créé un autre que le premier homme. Il fallait qu'il y ait un dialogue. Donc à partir du moment où j'ai besoin d'un autre, j'ai besoin d'un autre avec lequel je vais échanger. Et le don, c'est précisément ce qui va me permettre de rentrer en relation. Alors après, on verra qu'il y a des dons qui peuvent être des poisons, puisque le don en grec dosis, ça veut dire à la façon d'une dose. Donc bien dosé, c'est un cadeau, c'est un présent, et mal dosé, c'est un poison. Donc je peux être amené à le refuser. Donc le paradigme du don, qu'est-ce qu'il indique? Il indique que contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce qui prime dans les relations, c'est pas la manière dont le pouvoir va pouvoir contraindre telle ou telle personne à se comporter correctement, parce qu'on a tendance à chercher, tout à l'heure on parle de la médiation judiciaire, à chercher la justice qui va trancher, qui va permettre aux personnes de rentrer dans une relation fonctionnelle, où on va rentrer dans une forme de paix qui est imposée par le tiers. Non, ça n'est pas suffisant. Alors il y a quoi d'autre que le pouvoir? Il y a la règle qui va évaluer, et la règle qui mesure, et la règle que l'on retrouve dans toutes les procédures, dans les entreprises où on a différents process qui permettent de s'assurer qu'on est réellement dans une relation qui est correctement normée, où les gens vont correctement se comporter. Il y a le pouvoir, il y a la règle, et qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a la négociation. Quand je rentre en relation, je peux négocier. La négociation, je vais calculer au plus juste mon intérêt. Et la médiation, elle fait quoi là-dedans? Qu'est-ce que je fais en tant que médiateur?
Et bien, en tant que médiateur, j'essaye de remettre les personnes dans un échange qui sera de type fonctionnel, où les personnes pourront à un moment donné se donner à nouveau. Comment? Et on va le voir. Comment est-ce qu'on va donner? On va donner en essayant d'avoir un échange qui soit le plus équilibré possible. Quand je suis réellement dans une relation fonctionnelle, il y a deux types d'échanges que je peux avoir. Dans une relation fonctionnelle, je vais avoir un échange qui va être réciproque. Quand tout va bien dans une relation, qu'elle soit amicale ou qu'elle soit au niveau du travail, quand je donne quelque chose à l'autre, je le fais de bon cœur, je le fais en sachant que l'autre, d'une manière ou d'une autre, va me rendre. Et je le fais selon une forme d'élan altruiste. Tout va bien, je suis dans une relation harmonieuse et j'ai envie. C'est d'ailleurs ça le marqueur d'une bonne relation. Qu'est-ce qui montre qu'on est dans une relation pacifiée? C'est que j'ai à nouveau envie de donner. Et c'est là où le don est fondamental pour nos médiateurs, parce que comment est-ce qu'on va pouvoir réinscrire les personnes dans cet élan altruiste? Il y a différents trucs, notamment le fait qu'on va d'abord leur donner quelque chose. Quand on va les recevoir, on va leur offrir une forme de sécurité. On va leur offrir des petits chocolats, on va leur offrir des petites tagadas, on va leur offrir du café, on va leur offrir de l'eau. On va nous-mêmes rentrer dans cet échange pour leur permettre, en recevant quelque chose, de pouvoir nourrir quelque chose à nouveau d'harmonieux dans une relation de confiance. Ce qui veut dire que les petits cadeaux que l'on fait ne sont pas du tout anodins. Ce n'est pas juste une affaire de politesse. Faire ces petits cadeaux, on prend un temps pour la personne, on prend un temps pour lui donner quelque chose, c'est lui permettre, in fine, de se réinscrire dans le don qui est vraiment, et Mauss l'a démontré dans son essai, un principe anthropologique. Ça veut dire qu'il est archétypal, ça veut dire qu'il arrive lorsqu'il a étudié les sociétés mélanésiennes, il a également en Océanie, il a pu étudier un ensemble de sociétés, on pourrait dire sauvages, et revenir à l'état de nature de Rousseau. Dans tous les cas, ce principe-là, même étudié dans ces sociétés lointaines, ce principe-là vaut aussi pour nous. Parce que vous le sentez sans doute et vous le savez déjà, rentrer dans une bonne relation avec l'autre, c'est pouvoir faire en sorte qu'il y ait quelque chose qui soit échangé de manière équilibrée entre nous. D'où notamment l'échange de temps de parole, d'où notamment les mots qui pourront être échangés. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on rentre dans le conflit? Il y a toujours quelque chose qui va être échangé. Mais de quel type? De manière beaucoup plus dysfonctionnelle. Il y aura des menaces qui vont être échangées. Il y aura des ordres. On aura un échange qui sera inégalitaire. On verra tout à l'heure comment la dette peut jouer un rôle, qu'elle soit positive ou qu'elle soit négative. Donc le conflit, c'est un échange qui dysfonctionne. Qu'on soit dans une relation pacifiée, dans une relation conflictuelle, systématiquement, il y a un échange. Donc ce qui va marquer, ce qui va permettre de distinguer le conflit de la relation pacifiée, c'est la nature de l'échange. Et c'est là où Mauss m'a été très utile. Et on verra tout à l'heure avec le triangle dramatique, comment est-ce que l'échange vient structurer les postures que l'on va prendre, à savoir d'un côté victime, de l'autre sauveur ou encore de l'autre persécuteur. Parce qu'on n'échange pas de la même façon selon qu'on rentre dans ce qu'on appelle le triangle dramatique de Karpman, et quand l'échange est dysfonctionnel et que l'on prend des postures de victime, de sauveur ou de persécuteur. Donc si je commence à mal échanger, je rentre dans une logique de la défiance et je vais commencer à tout compter. Je vais commencer à tout compter parce que précisément, mon don qui appelle un contre-don, et ça c'est la grande découverte de Mauss, quand je donne quelque chose, j'attends d'une manière ou d'une autre qu'il y ait un retour. Et mon don qui systématiquement appelle un contre-don, et bien là, je sais, j'expérimente que je ne reçois pas ce contre-don. Or, ce n'est pas anodin, ce n'est pas juste une affaire de calcul. Pourquoi? Parce que c'est là où Mauss vient nourrir ce que Hegel avait déjà vu. Derrière mon désir d'échanger, il y a quoi? Il y a un désir d'être reconnu. Reconnu pour quoi? Reconnu pour mes dons. Alors on peut vouloir être reconnu pour les dons que l'on fait ou pour les dons qu'on incarne, mais en tous les cas, j'ai plus que le besoin de satisfaire des besoins de type élémentaire,
j'ai d'abord besoin d'être reconnu. Ce qui veut dire qu'à travers le don, on pourrait penser, au premier abord, qu'il s'agit d'un calcul d'ordre économique. Et non, parce que je peux très bien donner en apparence à perte et me considérer comme étant satisfait. Parce que qu'est-ce que ça vient nourrir malgré tout? Si l'autre me reconnaît à perte au niveau matériel, mais si l'autre me reconnaît dans mon don, si l'autre me reconnaît dans ce que je fais, si je peux m'inscrire dans une relation avec lui, je suis nourrie dans un des besoins les plus importants qu'il y a en tant qu'être humain, c'est d'être reconnu dans mon humanité, dans mon altérité, dans mon besoin d'exister en tant que personne de valeur. Ce qui compte plus que ce que je pourrais échanger, qui aurait une forme de valeur, c'est moi-même qui suis au-delà de toutes les valeurs que je peux échanger. Et c'est là où on voit que le don n'est pas du tout quelque chose d'anodin. C'est structurant et pour l'individu et pour la relation et donc aussi pour le médiateur. Parce que le médiateur, lorsqu'il a conscience du fait que le don, c'est un principe anthropologique dans la relation, je ne peux pas ne pas échanger et je ne peux pas être en paix si je n'échange pas correctement. Ou si je n'ai pas l'impression qu'il y a un équilibre dans l'échange. Ça veut dire qu'en tant que médiateur, on verra comment je mettrai en place des processus qui permettent de réguler l'échange et de réorganiser les choses. D'ailleurs, quand j'étais petite, mon père me parlait du dilemme du prisonnier. Vous avez dû sans doute en entendre parler, le fameux dilemme du prisonnier, qui fait partie de ce qu'on appelle la rationalité instrumentale. Tous les médiateurs savent ça. Qu'est-ce que c'est le dilemme du prisonnier? Il y a un choix qui est effectué. Il y a deux prisonniers, je vous fais très bref, et chacun va essayer de maximiser pour soi un calcul rationnel. Et quand chacun calcule seul, pour lui, il calcule mal. Il aurait mieux valu tenir compte de l'autre pour pouvoir s'en sortir correctement. Ça veut dire que pour bien calculer, malgré tout, et c'est l'erreur à mon sens de toute l'analyse libérale et instrumentale des échanges, eh bien j'ai intérêt, pour bien calculer, à tenir compte de l'autre. C'est-à-dire qu'avant d'être ce qu'on appelle un homo economicus, eh bien, l'être humain, et c'est la grande découverte de Mauss, c'est un homo donator. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste sur la langue, je peux faire le grec, je ne me cache pas, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous avez deviné, c'est quelqu'un qui va donner. Et donc le médiateur, il va remettre les personnes non pas dans quelque chose qui serait artificiel, il va les remettre dans quelque chose qui est naturel. Le médiateur, par le processus de médiation, par la manière dont les choses vont s'échanger, s'équilibrer, par la manière dont chacun va reconnaître son interdépendance avec l'autre, le médiateur va permettre aux personnes de recréer les conditions d'un échange qui relève réellement du don contre don. Justement, que chacun puisse reconnaître à la fois ce qu'il a reçu et à la fois se sentir reconnu dans ce qu'il a pu donner. Et quand je reconnais avoir reçu, je vais faire quoi? Nécessairement, quand je reconnais ce que l'on m'a donné, quand je reconnais que j'ai reçu, je vais avoir tendance à faire quoi? Je vais avoir tendance à rendre. Et ça, c'est le triptyque que Mauss a mis en évidence, c'est-à-dire que le don, échanger, ça n'implique pas simplement de donner, ça implique de donner, de pouvoir recevoir et de pouvoir rendre. Donc en tant que médiatrice, je vais être très attentive à ces trois temps qui sont le donner, recevoir, rendre. Et ce qu'avait montré déjà Sénèque avant Mauss et qu'ont repris Alain Caillé et Édouard Grésy, donc donner, recevoir, rendre, c'est qu'avant cela, il est important de pouvoir demander. Donc le don, non seulement c'est un principe archétypal, mais c'est un principe qui fonctionne à 4 temps. C'est pour ça qu'on appelle ça une valse à 4 temps. Alors le premier temps du demander, c'est demander avec les formes. Demander avec les formes, j'ai ma fille Irène qui est là, et donc depuis tout petit on nous a expliqué comment il fallait demander. Demander poliment. Et demander poliment ou demander avec les formes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne vais pas exiger de l'autre. Je ne vais pas considérer que ce que je demande est un dû. Ce qui veut dire que l'autre a la liberté de refuser.
le processus de communication non violente que l'on met en place en médiation est très utile pour ça. Parce que vous le savez sans doute, lorsqu'on fait l'OSBD, on arrive à quoi? On arrive à une demande négociable. Et une demande négociable, quand on va reformuler les propos des personnes, lorsqu'on va reformuler les exigences, je veux la maison, je veux avoir ce poste, je veux une augmentation, ce sont des exigences. Et là, on n'est pas du tout dans un échange équilibré, harmonieux, on n'est pas du tout dans une relation fonctionnelle. Qu'est-ce qui va permettre de réinscrire cette demande qui est une exigence dans une relation de type fonctionnel et donc pacifiée? Eh bien, c'est quoi? C'est la manière dont je vais demander. Et je vais demander en n'exigeant pas, parce que je ne considère pas que c'est un dû. Je considère que l'autre a la liberté de me dire non. On est des acteurs responsables, on dit beaucoup aux personnes qu'elles sont responsables et qu'on les amène à sortir d'une posture de victime, tout m'est dû parce que je suis victime de l'autre. Monsieur Canivet disait tout à l'heure, on ne cherche pas à savoir qui a tort, qui a raison. Chacun de son point de vue a raison, donc c'est important d'essayer de comprendre les bonnes raisons qu'a l'autre, y compris lorsqu'il me dit non. Puisque l'autre a toujours cette liberté-là. Ça, c'est le premier temps. Donc, si je demande trop, il y a toujours des excès, je vous disais tout à l'heure, le don c'est dosis, donc ça implique une certaine mesure. Quand je suis dans l'excès, je vais tomber dans l'exigence, voire le harcèlement. Toujours répéter la même chose, je demande. Et les risques psychosociaux dont on parle, et quand on parle de harcèlement, c'est un indicateur d'un dysfonctionnement du don. On peut le lire aussi comme ça. Et le pas assez, c'est quoi? Je ne vais pas oser formuler une demande, parce que formuler une demande, c'est prendre le risque qu'on me dise non. Prendre le risque qu'on me dise non, c'est prendre le risque, d'une certaine façon, d'être humilié. Donc je préfère ne pas demander. Et en médiation, le moment où l'un des deux accepte de formuler une demande, c'est un moment clé. Parce que ça veut dire qu'il y a un pari sur la confiance qui a pu se renouer. Je prends le risque d'oser demander à l'autre. C'est un marqueur dans l'évolution du processus de médiation. Donc soit je suggère, je ne me sens pas bien, ça ne va pas, notamment en entreprise, ça ne va pas, je ne me sens pas bien. J'attends que quelqu'un fasse pour moi. Je ne suis pas dans une demande explicite, donc je ne prends pas la responsabilité de ma demande. Donc je n'ai pas la posture d'acteur qu'on va retrouver dans l'espace de médiation. Je peux aussi manipuler, ça faire en sorte que l'autre fasse ce que je souhaite sans prendre la peine de lui demander. Donc toujours, je me déresponsabilise. Donc quand on parle d'acteur responsable en médiation, c'est aussi qu'on demande aux personnes d'oser demander. Et oser demander, ça va être quoi? Ça va être oser prendre le risque de dire non. Alors une fois qu'on a osé prendre le risque de demander. Et demander, c'est quoi? Eh bien, c'est ouvrir potentiellement une relation avec l'autre, lui indiquer que d'une certaine façon, j'ai bien pris conscience du fait que la coopération avec l'autre, elle m'est profondément nécessaire et pas simplement utile. J'ai besoin, anthropologiquement parlant, de l'autre. Je ne peux pas faire sans l'autre, d'une manière ou d'une autre. Une fois que j'ai osé demander, eh bien, on rentre dans ce qu'on appelle proprement parler le don. Et le don, c'est ce qui va venir précisément nourrir la relation, avec toujours ces deux excès possibles. Si je donne à bon escient, ça veut dire que je donne alors que l'on m'a demandé, et je donne quelque chose que je suis en mesure de donner sans le reprocher à l'autre, et que je donne quelque chose qui est en rapport avec le besoin et la demande. Donc jusque-là, tout va bien. Ça, c'est dans la relation fonctionnelle. En rouge, vous voyez ce qui va apparaître dans la relation dysfonctionnelle. Je peux donner, mais donner trop. Qu'est-ce que c'est que donner trop? Donner trop, c'est écraser avec mes dons. Mauss rapporte les propos, je ne sais plus quelle tribu, on disait « je vais mettre l'autre sous mon nom, à l'ombre de mon nom, par les dons que je veux faire ». Et il y a d'ailleurs un phénomène qu'il a beaucoup étudié, que vous connaissez peut-être, qui m'avait frappé quand j'ai fait de l'anthropologie, qui est le potlatch. Où on va à peu près tout sacrifier, et c'est le chef qui donne le plus, qui brûle tous ses biens,
qui va être le chef. Plus je peux tout donner, plus je marque par là ma supériorité avec les autres. Et donc je rentre dans un échange inégal. C'est donner trop pour écraser l'autre et le rendre dans l'incapacité de me rendre et marquer ma supériorité. Je peux donner trop, donc l'écraser, ou donner trop et ne pas me donner à moi-même assez. Et on le verra tout à l'heure, c'est typiquement le cas du sauveur. C'est-à-dire qu'en donnant trop et en ne me donnant pas assez, je vais me sacrifier. Et si je me sacrifie, qu'est-ce qui va se passer ? Forcément, je vais le reprocher à l'autre à un moment donné ou à un autre. On verra tout à l'heure avec le triangle dramatique, je vous l'éclairerai un petit peu mieux. Et puis il y a le pas assez. Je vais donner, mais pas assez, juste ce qu'il faut. Juste pour que la personne, elle tienne à peu près le temps qu'il faut. Je vais la payer juste ce qu'il faut pour respecter les règles. Je vais lui dire merci du bout des doigts, du bout des lèvres. Je ne vais pas prendre la peine d'être dans un élan généreux. Je vais tout calculer. Et donc je vais retenir, alors arpader, ça c'est Caillé et Grésy qui disent arpader, de arpado, le harpagon. Donc je vais arpader, j'aime bien ce terme-là. Je vais surtout bien retenir, bien calculer, bien comptabiliser tout ce que je vais pouvoir donner. Ce qui veut dire que je ne suis pas dans une relation harmonieuse, je ne suis pas dans une relation de confiance, je ne suis pas dans une relation d'alliance. Je suis dans une relation où j'essaye malgré tout d'avoir un certain pouvoir sur l'autre. Et ça, c'est typique de la relation dysfonctionnelle. Dans le conflit, je vais ou écraser, j'ai écrasé à un moment donné l'autre par mes dons, ou je lui reproche de m'être sacrifié, ou je ne lui donne pas assez. Je donne juste ce qu'il faut pour la pension. L'autre aimerait plus, non, juste ce qu'il faut. Je vais chercher à connaître la règle. Et je ne vais pas m'intéresser à quoi ? Je ne vais pas m'intéresser aux besoins réels de l'autre. Je ne vais pas rentrer dans la relation où je serai à l'écoute de son besoin. Ça, c'est le deuxième temps de la valse du don. Le troisième temps, c'est recevoir avec gratitude. Recevoir avec gratitude, c'est pouvoir à un moment donné être en capacité de dire merci. Et vous avez dû sans doute expérimenter dans les processus de la médiation à quel point le moment où l'un peut enfin dire merci à l'autre, ce sont des points de bascule dans la médiation. Pourquoi ? Parce que précisément, c'est un signe qui indique qu'on se réinscrit dans un échange équilibré, dans un échange harmonieux, on se réinscrit dans une relation fonctionnelle. On l'a vu tout à l'heure, ce qui est vraiment important pour les personnes, c'est de pouvoir être reconnus. C'est ce que montrent, d'une certaine façon, les Gilets jaunes depuis 6 mois, maintenant. C'est-à-dire que ce qui compte, ce n'est pas simplement les choses d'ordre matériel. Ce qui compte, c'est qu'il y a un regard qui soit posé sur moi, qu'il y a des mots qui soient prononcés, et je puisse, tout à l'heure vous parliez, M. Canivet, de dignité, que je puisse être reconnu dans ma dignité. Alors si jamais je reçois trop, qu'est-ce qui se passe ? Je reçois trop sans jamais rendre. Je vais profiter. Je profite de la bonne volonté de mes équipes, je profite de la bonne volonté de mon époux, je profite de la bonne volonté de mes amis. Ou alors je vais m'extasier devant ce qui est reçu. Je suis épatée par ce que l'autre fait, et dans les deux cas, c'est une forme d'excès. Pourquoi ? Parce que si je m'extasie, je rentre dans une relation de dépendance. Je dis à l'autre, oh, c'est tellement extraordinaire ce que tu fais, c'est tellement extraordinaire ce que tu fais. Et je rentre dans une relation de dépendance. Et l'autre cas, c'est le pas assez. Le pas assez, je dis oui, mais oui, c'est bien ce que tu as fait. Oui, merci. Oui, d'accord, oui, bon, effectivement. Mais dans le fond, je refuse de reconnaître l'autre. Je ne parle que de ce qui a circulé et non pas du sens de ce qui a circulé. Et le sens de ce qui circule, c'est quoi ? Ben, c'est que l'autre, en me donnant, il souhaitait nourrir une relation avec moi et qu'à partir du moment où je ne prends pas la peine de le remercier correctement, je ne reconnais pas cet élan qu'il avait à mon égard et je ne reconnais pas la relation en elle-même. Je refuse moi-même de rentrer dans une relation avec l'autre. Or, la relation, c'est la condition sine qua non pour me constituer comme être humain, parce que je ne peux pas faire sans l'autre, d'une manière ou d'une autre.
Et je ne peux pas faire sans la reconnaissance de l'autre. Ça, c'était le troisième temps. Quatrième temps qui va permettre de clore le cycle du don, c'est de pouvoir rendre. On oublie souvent de rendre, surtout face à quelqu'un qui donne trop. Et si j'ai moi-même trop reçu. Pourquoi? Parce que si je reçois trop, je vais me sentir endettée. Et on verra en quoi le don peut avoir une double lecture du don, à savoir une dette positive, une dette négative. Je peux rendre de bon cœur parce que j'ai reconnu l'autre et que j'accepte la relation et que je suis en capacité moi-même de demander. Et donc, comme on parle d'un cycle du don, c'est une valse à 4 temps, ça veut dire qu'à un moment donné, ça va reprendre. Je vais rendre et l'un des deux va donner. Et on ne va pas chercher à comptabiliser. On sait que d'une manière ou d'une autre, ce que je donne sera reçu et j'aurai quelque chose qui sera rendu. Je ne sais pas quand, mais je sais intimement que ça va s'équilibrer. Si ça ne s'équilibre pas, si on ne me rend pas à mon tour, je vais être dans quoi? Je vais être dans un échange inégal. J'ai l'impression qu'on pourrait lire tout conflit comme une forme d'échange inégal. Parce que ce que j'entends systématiquement, c'est « j'ai trop donné, j'ai pas assez reçu, on m'a pas assez dit merci, je me suis sacrifiée pour l'entreprise, je me suis sacrifiée pour ma famille, et j'ai rien reçu en retour, maintenant c'est fini. Maintenant je veux obtenir ma dignité sans passer par la relation. » Ce qui est un élan qu'on peut avoir, qui est voué à l'échec, on le sait, mais c'est une tentation, et c'est la tentation du conflit. Donc, si je rends trop, qu'est-ce qui se passe dans solder? Je vais essayer de solder les comptes. Et c'est là il faut faire attention aux tentations de solder les comptes. Solder les comptes, c'est vouloir être quitte de la relation. C'est en d'autres termes vouloir quitter la relation. Quand on solde les comptes, on considère que j'avais une dette négative et donc je veux en sortir. Donc je ne veux surtout pas me sentir endettée par l'autre. Alors que dans une relation positive, on a un endettement mutuel positif. Ça veut dire que chacun est endetté et j'accepte d'être endetté parce que je sais que l'autre va me rendre et je sais que je suis en capacité de rendre à un moment donné. Dans le conflit, il y a une dette négative qui écrase et je ne me sens pas en capacité de rendre ou qui fait que je me sacrifie et de toute façon, je ne serai même plus en capacité de recevoir quoi que ce soit une fois que je me serai sacrifiée. Si je ne rends pas de mon cœur, et je ne suis pas dans le trop et dans le soldé, je peux rendre, mais pas assez. C'est-à-dire que, au regard de ce que j'ai rendu, il est manifeste que cet échange est inégal. Il est manifeste par le geste que j'ai de ne pas rendre assez, je manifeste quoi à l'autre, qu'en fait je ne veux pas de la relation. Qu'en fait, quand on parle de respect, que je ne respecte pas la demande qui m'a été faite, qui était qu'on puisse être dans une forme d'alliance. Parce qu'à travers le don, il y a quoi qui va se jouer? C'est la notion d'alliance. Quand je veux être dans l'alliance, je vais nécessairement faire un don. Et c'est là où on va voir les 4 figures, ou plutôt comment ces 4 temps du don vont pouvoir nourrir le triangle dramatique de Karpman. Alors je vais aller assez vite parce qu'il est tard. Est-ce que tout le monde connaît un petit peu le triangle dramatique de Karpman? Oui? J'imagine. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va être en conflit et que donc les 4 temps du don ne vont pas être respectés, qu'on va être dans un échange inégal, dans une relation dysfonctionnelle, où la demande ne sera pas correctement formulée, je ne vais pas donner, ou je ne vais pas suffisamment recevoir, et je ne vais pas suffisamment rendre. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'au lieu d'avoir un échange réciproque et équilibré,
je vais peut-être, notamment si je me suis sacrifiée, considérer que je donne plus que je ne reçois. Et à un moment donné, je vais le reprocher à l'autre en lui disant « après tout ce que j'ai fait pour toi ». Et la victime, qu'est-ce qu'elle va me dire? Elle va me dire « mais moi je t'ai rien demandé ». Et le persécuteur, c'est quoi? Vous avez la victime, le sauveur qui a donné plus qu'il n'a reçu, qui n'a jamais pris la peine de demander quoi que ce soit, la victime qui demande sans un mot, elle se plaint, et le persécuteur, il fait quoi là-dedans? Le persécuteur, il va reprocher de ne pas avoir reçu ou de ne pas avoir trop donné, ou de trop avoir donné. C'est-à-dire que soit il est du côté de la victime, soit il est du côté du sauveur. Le persécuteur, c'est celui qui va dire « tu ne m'as pas donné ce que je demandais, tu ne m'as pas assez donné, tu as voulu m'endetter en me donnant », ou alors celui qui va dire « mais moi, après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est un dû, je vais me servir, j'y ai droit ». Qu'est-ce qu'on fait donc lorsque dans un conflit, on bascule en permanence entre les postures du sauveur qui reproche d'avoir trop donné et qui ne prend jamais la peine de demander précisément parce qu'il est sauveur, ou de la victime qui elle-même ne demande pas, mais qui va recevoir sans jamais rien rendre. En quoi c'est intéressant pour nous? Parce que les personnes en médiation, elles ont des comportements de persécuteurs, mais elles se croient toutes les deux victimes. Victimes de quoi? Victimes d'un échange inégal. Donc ça va être important de pouvoir le verbaliser, de pouvoir le formuler, qu'il y ait une prise de conscience du fait qu'à un moment donné, la relation est devenue dysfonctionnelle. Pourquoi? Parce que ce n'est pas simplement ce qui a été échangé qui ne fonctionne pas. C'est l'intention avec laquelle ça a été échangé. C'est la manière dont ça a été échangé. C'est qu'on ne reconnaît pas quelle était l'intention de base. Donc le médiateur, il va faire quoi? Eh bien, il va d'abord reconnaître le fait que chacune des personnes, à sa façon, elle s'est sentie prise dans un échange inégal et donc elle s'est sentie endettée. Endettée parce que l'autre a trop donné ou endettée parce que l'autre n'a pas assez donné et donc elle s'est sentie victime de la relation. Donc tout conflit, on pourrait le lire d'une certaine façon comme une forme d'échange inégal. Ce qui veut dire que pouvoir recréer un processus de médiation et pouvoir recréer de la paix entre les personnes, c'est quoi? Eh bien, c'est faire en sorte qu'à un moment donné, elles sortent de l'échange inégal qui a pu se construire entre elles. Et que donc chacun puisse entendre que l'autre a l'impression d'avoir trop donné ou que l'autre a l'impression de ne pas avoir assez reçu. Ou que ce qui a été donné, si ça n'est pas du trop ou du assez, n'était pas conforme à la demande, n'était pas conforme aux besoins. C'est pour ça qu'on prend tout un temps pour reformuler les besoins réels des personnes, de telle sorte que ce qui va être négocié soit conforme à l'attente profonde de la personne, à savoir son besoin fondamental. Et dans le besoin fondamental, il y aura quoi? Il y aura toujours ce désir de reconnaissance. Ce désir de reconnaissance, et ça c'est quelque chose qu'on sent beaucoup dans la médiation pénale, Jacqueline Morino en parle quasiment à chaque fois, sur le fait que quand elle a commencé à créer la médiation pénale, il y avait eu un viol collectif et les personnes qui étaient violeurs, donc qui avaient commis ce viol, avaient été condamnées, mais la victime, n'ayant pas été reconnue, a dit la justice s'est passée, mais moi, je n'ai pas été reconnue, donc je ne me suis pas sentie entendue. Donc me sentir entendue, c'est me sentir reconnue, à la fois dans les demandes si j'ai pu les formuler, ou à la fois dans les dons que j'ai pu faire, me sentir reconnue dans mon élan que j'avais à construire une relation avec l'autre. Et le conflit d'ailleurs est toujours plus violent lorsqu'au départ j'ai rêvé de construire une relation avec l'autre. J'ai des médiations de voisinage, au départ les personnes, elles étaient heureuses d'acheter une maison, d'acheter un terrain, elles croyaient qu'elles allaient construire des relations harmonieuses avec les voisins. Ou alors j'ai un poste en entreprise et je croyais que dans le service ça allait bien se passer. Je rêvais déjà aux relations que j'aurais avec mes collègues. Je suis en plein divorce, mais au départ, je rêvais à la relation que j'aurais avec mon conjoint. Donc il y a toujours eu un rêve à la base de relation avec l'autre d'une manière ou d'une autre.
Et donc, quand le processus de médiation va correctement fonctionner, qu'est-ce qui va se passer concernant les notions de dette? Eh bien, le sauveur qui, lui, ne demande jamais, va enfin accepter de demander. C'est ce qui va permettre de sortir du triangle dramatique de Karpman pour entrer dans ce qu'il appelle un triangle compassionnel. Il va également accepter de donner sans mettre en dette. Ça, c'est le deuxième temps du don. Qu'est-ce qu'il va faire également? Il va accepter de recevoir, alors que le sauveur, c'est la personne qui dit toujours « non, c'est pas la peine, on en laisse, je vais faire ». Il va accepter de recevoir en donnant des signes de reconnaissance, et il va accepter aussi de rendre à quoi? Rendre à l'autre sa capacité de donner. Donc il va reconnaître l'autre comme acteur, ce qui veut dire qu'il ne sera plus dans la toute-puissance. Donc voilà ce que va faire le sauveur. Parce qu'à travers le processus de médiation, il va sortir du triangle de Karpman. Vous voyez qu'il y aura 4 attitudes concrètes autour du cycle quadrilogique du don. De son côté, le persécuteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va accepter de demander sans exiger ou manipuler. Il va également accepter de donner sans passer en mode sauveur. Il va accepter de recevoir sans passer en mode victime. Et il va enfin accepter de rendre en reconnaissant quoi? En reconnaissant sa propre dette. Si je te rends, c'est que je reconnais que ce que tu m'as donné n'était pas un dû, que donc tu étais libre de ne pas me donner. Et la victime, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va enfin accepter de demander de l'aide sans simplement suggérer. Elle va accepter aussi de se donner les moyens d'être actrice de sa vie. C'est pour ça que c'est très difficile de faire un processus de médiation avec quelqu'un qui refuse d'avoir une part de responsabilité dans ce qui lui est arrivé. Elle va accepter de recevoir sans s'inscrire dans une relation de dépendance. Donc je reçois, mais je ne dépends pas de l'autre pour recevoir. Je pourrais faire autrement, mais je décide librement d'accepter de passer par l'autre. Et enfin, elle va accepter de rendre avec gratitude, parce que précisément, ça n'est pas un dû. Alors, pour conclure, une des leçons d'anthropologie, c'est que quand il y a un conflit, c'est ce qu'étudient les anthropologues, eh bien, les plus anciennes traditions recommandent toujours de faire symboliquement un don pour pouvoir relancer la dynamique relationnelle. Et donc, on pourrait penser que, alors, moi-même, j'aime beaucoup la philosophie grecque, j'aime beaucoup Héraclite, et on dit qu'Héraclite considère que le conflit est père de toute chose. Et je crois que la leçon principale qu'on peut tirer de ce détour par l'anthropologie et par l'analyse fonctionnelle, c'est que si le conflit est père de toute chose, eh bien le don est père de toute relation pacifiée. Pour pouvoir rentrer dans une relation pacifiée, pour pouvoir recréer une dynamique relationnelle positive, un échange réciproque et équilibré, il faut qu'à un moment donné, quelque chose soit donné, quelque chose soit donné parce que quelque chose a été demandé, on puisse à nouveau recevoir et rendre. Ça veut dire qu'on va rentrer dans un cycle du don et du contre-don. Et donc la dialectique de la relation, elle passe d'abord par une dynamique du don. Ce qui veut dire qu'en tant que médiateur, on pourrait faire même d'ailleurs des analyses de la pratique sur la manière dont on a donné. Qu'est-ce qu'on donne lorsqu'on est médiateur? Et le don, plus peut-être que le pouvoir dont on parlait tout à l'heure, plus peut-être que la règle, plus peut-être que la négociation, le don permet quoi? C'est un opérateur politique, c'est un opérateur de reconnaissance, il est structurel d'un point de vue anthropologique, et donc il permet aux personnes de se remettre dans une dynamique positive où les personnes vont se réhumaniser parce qu'elles vont pouvoir dorénavant échanger quelque chose qui va être porteur d'une reconnaissance partagée. Et on va accepter mutuellement de s'endetter parce qu'on va recréer une relation de confiance. C'est d'ailleurs en acceptant, quand j'aime beaucoup aussi, je parle souvent de l'Iliade, parce que j'aime beaucoup Homère, et à la fin de ce poème de guerre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va permettre la paix? C'est que enfin Achille va accepter les dons de Priam. Et en acceptant les dons de Priam, qu'est-ce qu'il va faire? Il va enfin rendre le corps d'Hector. Et cet échange-là
il va être possible parce qu'il va y avoir aussi un échange de quoi? Un échange de pleurs. Il y aura une forme de catharsis des émotions à travers la reconnaissance où chacun va pouvoir partager une forme d'émotion parce que je vais pouvoir reconnaître ce qui m'a été donné. Et aussi ce que j'ai perdu. Chacun ayant perdu, qui un fils, qui un frère, Achille à travers Patrocle. Et à ce titre, j'ai l'impression, et c'est ce que dit... Enfin, j'aimerais reprendre l'expression de Grésy et Caillé qui parle de mousquetaire. Au sens anthropologique du terme mousquetaire. Pas mousquetaire. Et je me dis qu'en tant que médiateur, nous sommes des mousquetaires, c'est-à-dire que nous sommes amenés à comprendre que l'appât du don est toujours le plus fort, et toujours plus fort que quoi? Que le calcul désintéressé, que le calcul plutôt intéressé, que l'appât du gain. Et pourquoi? Parce que qu'est-ce qui va primer systématiquement pour nous? C'est l'appât du lien. On a besoin d'être en lien. Et donc, en tant que médiateur, d'une certaine façon, on va se réinscrire dans la tradition mossienne qui a bien compris qu'à la base de tout et à la base de toute relation, il y a d'abord un don qui doit être retrouvé. Et en ça, le processus de médiation, quand le médiateur va donner, il va permettre aux personnes, en recevant et en rendant aussi quelque chose, et tout à l'heure, c'est ce qui a été échangé, je trouve ça très beau, on donnait des signes et les gens nous rendaient des signes. On inscrivait des relations avec de parfaits inconnus quand le bateau partait. C'est qu'à tout moment, même par des petites choses, c'est plus fort que nous, ça pourrait paraître ridicule, mais non, il y a cet appât du lien qui existe, parce que spontanément, on va vouloir rentrer en relation pacifiée avec l'autre, même en échangeant un simple signe. Merci.